Selon vous, que veut dire atteinte le droit à l'aisance? Alors, ce qui est magnifique avec le droit à l'aisance, c'est que ce n'est pas une notion qui est définie dans les textes internationaux qui proclament les droits humains. C'est une notion qui vient des personnes qui vivent en grande pauvreté, qui vient des organisations qui les défendent et les représentent, comme le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Et donc c'est un langage neuf qui vient nous obliger à réfléchir les limites de notre approche habituelle de la pauvreté. Et le droit à l'aisance, c'est très important pour deux raisons. D'abord parce que très souvent, qu'on parle de salaire minimum, qu'on parle d'aide sociale, d'allocation familiale, on calcule toujours au plus juste et on définit au fond le soutien que la collectivité doit donner aux personnes en pauvreté à partir de leurs besoins minima, leurs besoins essentiels en matière d'alimentation, de logement, de chauffage par exemple. Et cela a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des personnes en pauvreté qui subissent un stress permanent. Ne pas savoir si on aura de quoi terminer le mois, ne pas savoir si on aura de quoi payer la cantine scolaire, ne pas savoir si on pourra effectivement payer la facture d'électricité de ce mois-ci parce qu'il a fallu chauffer un peu plus que le mois passé. Et cette situation de stress a des impacts psychologiques considérables, fait que en réalité les gens font parfois les mauvais choix parce qu'ils font des choix sous contrainte et ne cessent d'être préoccupés de devoir calculer leurs dépenses. Et puis, le droit à l'aisance, c'est important pour une deuxième raison. C'est que lorsqu'on n'a pas la possibilité de se vêtir décemment, de s'équiper comme il le faut, par exemple pour qu'on puisse envoyer l'enfant à la piscine, à l'école, quand on n'a pas les moyens de payer le voyage scolaire que d'autres enfants peuvent se payer à la fin de l'année, on subit la honte, on subit l'exclusion, on subit le regard des autres comme un jugement porté sur soi et ça, cette honte est une source de stigmatisation et fait que les personnes en grande pauvreté, c'est pas seulement des personnes qui sont privées de certains biens matériels essentiels à une vie décente, ce sont des personnes qui subissent ce regard des autres. Et c'est pourquoi le droit à l'aisance est vraiment essentiel. C'est une manière de nous dire, il ne suffit pas de garantir un minimum vital, il faut encore que l'on puisse vivre sans stress et sans honte. Qu'est-ce qui permet dans la sécurité sociale d'atteindre ce droit à l'aisance? Aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs, les minima sociaux sont définis de manière très très restrictive. L'idée de départ est double. Un, il ne faut pas aider les personnes en pauvreté à ce point généreusement qu'elles seraient dissuadées de rechercher à travailler ou à être économiquement indépendantes. Et deuxièmement, il ne faut pas trop aider parce que trop aider, ça coûte trop cher. Et ce qu'on oublie, c'est que pour que les personnes puissent se former, puissent obtenir des nouvelles qualifications, puissent devenir économiquement indépendantes, il faut d'abord aider beaucoup. Il faut donner aux personnes une marge suffisante, un soutien suffisant pour qu'elles puissent investir dans l'éducation. Et deuxièmement, si l'on veut prendre au sérieux la lutte contre la pauvreté, il faut y voir non pas un coût pour la collectivité qui réduit, si vous voulez, la viabilité budgétaire des collectivités et creuse les déficits publics, c'est un investissement dans l'avenir. C'est un investissement parce que des personnes que l'on aide vraiment pour leur permettre de sortir de la dépendance sont des personnes qui vont pouvoir se passer précisément d'aide après avoir investi pour pouvoir devenir plus autonomes, y compris financièrement. Donc, ce n'est pas un coût pour la collectivité de lutter contre la pauvreté, c'est un investissement dans l'avenir et c'est un investissement dans les personnes qui en sont victimes. Que faut-il améliorer dans la sécurité sociale pour atteindre le droit à l'aisance? Alors la sécurité sociale, elle a souvent été mise en avant en Belgique comme une grande réalisation de notre société. Et c'est vrai que la Belgique est plutôt bien classée dans les classements internationaux qui comparent les pays. Le problème, c'est que les personnes en grande pauvreté, parfois, n'ont pas accès à ces aides, ces soutiens qui, précisément, devraient leur bénéficier. Et un problème majeur est celui de ce qu'on appelle le non-recours aux droits. Le fait que les personnes en pauvreté n'exercent pas les droits qui sont en principe reconnus, ne viennent pas chercher leurs allocations familiales, ne réclament pas leurs allocations de chômage. Et au fond, ce sont les personnes les plus marginalisées, les plus exclues de la société
qui sont les moins en mesure de remplir les formulaires en ligne, d'obtenir l'information, de fournir la documentation qu'il faut pour prouver qu'on n'a pas des revenus suffisants. Et donc, paradoxalement, ce sont les personnes en grande pauvreté qui sont parfois les moins en mesure de bénéficier des aides qui leur sont en principe reconnues. Et ça, pour moi, c'est une lacune majeure. Le droit à l'aisance, c'est aussi permettre aux personnes de ne pas être sous pression financière constante pour qu'elles puissent effectivement exercer leurs droits. Parce qu'une des raisons du non-recours au droit, c'est qu'on a tout simplement d'autres priorités. Il faut trouver à nourrir les enfants le lendemain, il faut trouver à se loger pour la semaine qui suit. Et donc, on n'a pas le temps et l'énergie mentale, si vous voulez, de remplir des longs formulaires et d'aller rendre visite au centre public d'action sociale. Et je crois que c'est pour moi tout à fait essentiel que le droit à l'aisance permette de surmonter cet obstacle majeur au non-recours au droit. Quels sont les liens entre le droit à l'aisance et les revenus? Qu'y a-t-il à faire évoluer, à votre avis, pour tous les types de revenus? Le droit à l'aisance veut dire simplement ceci, c'est que nous devons permettre à chacun, chacune d'avoir des revenus non pas seulement suffisants pour couvrir le minimum vital, pour couvrir les besoins essentiels, mais nous devons avoir une certaine marge qui permette de ne pas être constamment sous le stress de ne pas pouvoir terminer le mois, tout simplement. Et ça veut dire que les allocations familiales, les aides sociales, les allocations de chômage pour celles et ceux qui ont la chance d'en bénéficier doivent être non pas seulement indexées à l'évolution du coût de la vie, ce qu'on appelle en Belgique l'index santé, mais doivent permettre une certaine aisance, non pas que chacun doit pouvoir vivre comme les ultra-riches, mais qu'il faut protéger chacun du stress de ne pas avoir de quoi remplir de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins et de ne pas pouvoir s'épargner de devoir calculer en permanence. Voilà, c'est ça le droit à l'aisance. C'est au fond libérer les personnes de ce souci permanent qui vient de ce qu'on ne sait pas si on pourra terminer le mois. Les enjeux climatiques et environnementaux sont immenses. Pensez-vous que des solutions sociales puissent être au service de la résolution de ces enjeux tout en étant au service du droit à l'aisance? Alors on croit souvent qu'il y a un choix à faire entre la transition écologique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la biodiversité d'une part, et d'autre part, éradiquer la pauvreté. En fait, ces deux combats peuvent et doivent être pensés ensemble. Et plusieurs exemples le montrent. Par exemple, si on commence à soutenir l'isolation des bâtiments, ça coûte cher, il faut pour cela être soutenu financièrement, et les familles en pauvreté, non seulement ne sont pas propriétaires de leur logement et donc ne vont pas faire cet investissement, c'est aux propriétaires de le faire, mais en outre ne peuvent pas bénéficier des primes facilement pour isoler la toiture ou changer les châssis, parce que ça demande souvent un petit investissement de sa part qu'elles ne peuvent pas faire. Mais si on oblige tous les propriétaires qui mettent leurs biens en location à isoler convenablement le logement, ça permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, éviter que ce soit encore des passoires énergétiques ces logements, mais ça permet aussi de réduire la facture énergétique des ménages qui habitent dans ces logements. Deuxième exemple, si on développe des infrastructures de transport en commun, de bus, de trains, on permet de garantir à chacun, à chacune, le droit à la mobilité essentiel pour l'accès à l'emploi, à l'éducation, sans qu'il faille pour cela que chacun ait une voiture individuelle. Ou bien, pour prendre un troisième exemple, sur lequel j'ai plus travaillé, si on veut vraiment soutenir l'agriculture bio ou agroécologique pour une alimentation saine qui protège la santé des personnes, on peut réduire par conséquent le coût de l'alimentation adéquate, saine, durable, y compris pour les personnes en grande pauvreté. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il coûte moins cher de manger mal que de manger bien. Il coûte moins cher de manger des aliments fortement transformés et nocifs pour la santé que de s'alimenter à partir de produits frais, de producteurs locaux qui pratiquent une méthode d'agriculture raisonnée. Et donc ça, c'est différents exemples qui montrent qu'on peut et on doit lutter contre la pauvreté en même temps qu'on opère cette transition vers une société écologiquement soutenable.